Salut YouTube. Allez feu. Donc on a pas mal de tests qui sont en skip. Donc, je les ai écrits pour pas les oublier. Comme ça, on essaie de tous les faire. Ouais, on essaie de tous les faire. Donc c'est plutôt c'est les tests qui nous permettent de faire la fin du match, grosso modo. Et de la protection si jamais le joueur se met à cliquer partout alors qu'on est en fin de match, alors qu'on est en victoire. Grosso modo, quand on a atteint la victoire, on arrête de jouer. Ça serait bien qu'on vérifie qu'on peut pas jouer, justement, derrière. Ok. Donc, ouais, je fais de la merde, là. 8, 9... 13... 14... 15... Ok. Alors... On veut émuler une collision entre le pointeur du joueur et une défaite qui est visible. D'accord. Et qu'est-ce qu'on veut en conséquence? On veut faire un quit. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... ça. Donc là, on va faire Events are sent. Et donc là, on veut faire un... C'est le joueur. Quit match. Le match ID, bon, on va mettre entity ID match. De toute façon, à chaque fois dans nos tests, on a toujours le... On est déterministe au niveau des ID, donc on connaît. Et par contre, là, le joueur qui... C'est le pointeur du joueur A. Donc on va mettre le entity ID player A. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Si j'anticipe pour la suite, on a un invisible defeat. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est dire, quand on a un defeat qui est invisible, on dit qu'il n'y a pas d'événements qui lui sont envoyés. En fait, on fait rien, mais on veut s'assurer qu'on ne fasse rien. Là, je vais faire l'inverse pour prouver qu'on détecte bien le joueur qui va bien. Donc là, je vais partir sur player B. Quand le player B fait... quand il clique sur le bouton de défaite, on lui dit... on envoie l'événement de fin de match. Player B. Et pareil, si jamais le bouton de défaite est invisible, nous ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il n'y ait surtout pas d'événement d'envoyé. Voilà. Ça c'est pas mal. Mais on s'occupe du premier. On s'occupe du premier test, un test à la fois. Ce que je viens de faire là, ici, avec mes tests en undefined, enfin en skip et tout ça, c'est mon atelier BDD à moi, on va dire. C'est la phase où je fais mes spécifications, je dis ce que je veux, je réfléchis à ce que je veux tranquillement. Mais pour autant, c'est pas à ce moment-là que je vais résoudre le problème. D'accord? C'est pour ça que j'ai écrit plein de tests, mais je vais pas les résoudre tous en même temps. Je vais les faire un par un, tranquillou. Et voilà. Donc, là, on a un problème. L'entity avec le pointer ID est manquant dans le repo. Donc, on rajoute les prérequis, en fait. Pointer, player à pointer. C'est pas là. C'est là. C'est là qu'on le met.
Là, il me dit que l'entité défaite est manquante. Donc, pareil, on va rajouter la défaite. Faut que je fasse un point save à la fin. Le composant entity-référence est manquant dans Diffit, d'accord? Ok, et donc là, on a un problème, c'est que il se passe rien, en fait. Il y a une collision, le système de collision détecte qu'il y a une collision, mais il fait rien, en fait. Et nous, on veut qu'il y ait l'événement quit qui soit envoyé. Donc, on va aller dans le collision system. Collision system. Hop. Donc, on collision. On fait du onPointer collision event et c'est là qu'on rajoute les événements qu'on veut. Nous, ce qui serait bien, ça serait de dire que je veux rajouter aux événements. On va faire, donc c'est une collision entre un pointeur et un... C'est quoi, nous? C'est la défaite? C'est la défaite. Et nous, ça nous chope les... Ouais, donc nous, l'idée là, c'est qu'on demande les défaites entity-référence. Enfin, tu me diras...
Donc nous, ce qui serait bien, ça serait de prendre les entity références qui sont liées au match, je pense. Parce que là, on pourrait avoir plusieurs boutons d'entity référence, ouais, c'est ça. Non, tu me diras, j'ai besoin de récupérer le match ID, moi. Est-ce qu'à un moment, je fais le match ID? Ouais. Ça serait plus ça. Salut Artnotech. Tac. Donc moi, ce que je veux récupérer là sur le diff entity référence, je veux récupérer le match. Est-ce que le player est dans le match? Et s'il est dans le match, dans ce cas-là, ouais, la unit, j'en ai pas besoin. Je pourrais faire ça directement. Ouais, bah non, puis en plus, c'est ma façon de coder, hein, Artnotech. Je comprends. Ouais, après, si t'as des questions, si tu veux me poser une question sur quelque chose que t'as pas compris ou sur l'architecture générale ou pour comprendre comment je bosse ou un truc comme ça, hésite pas. Hésite pas, hein, c'est fait pour. Match ID, player ID. Ok, donc ça, on sait faire. On sait faire, on sait faire. Si le joueur est dans le match, moi j'ai besoin de fournir le match ID. Donc le match ID, il est là. Player ID, on va faire tout. Ça c'est pas mal. Si je lance les tests, il va sûrement me manquer des prérequis. Ça c'est pas grave, on va les traiter. Il me dit donc il n'y a pas d'entité match dans l'entité référence de l'entité défaite. Oui. Surtout qu'il y a la création du defeat, je relie le defeat au match, donc c'est OK. J'ai le prérequis, il faut juste que je l'alimente
Donc, l'entity defeat a comme entity référence le match. Entity, non. Entity type match et entity ID match. Tac. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? L'entity ID match est manquante dans le repository. Ok, normal. Je rajoute ça en prérequis. Entity ID match. Je sais pas s'il lui faut des entity références, donc je ne lui en mets pas. Pour commencer. Je mets le juste nécessaire par rapport à ce que me demande le code. Il me faut un entity référence. D'accord. D'accord. Tac. Et je pense qu'il va vouloir le joueur rattaché au match. There is no entity type player on entity reference component of entity match. Ok. Je vais lui rajouter le joueur. Entity type player. Entity ID. Player. Ouais. Très bien. Et là, ça passe. Et bah, c'est super. Nickel. Ça, c'est cool. Bah, on passe au suivant. Le suivant, en fait, c'est pareil. On est en defeat, mais par contre... ça fait longtemps si je suis sur le projet. J'ai vraiment commencé à me mettre sur le projet de jeu depuis le mois de mai, début mai, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pas commencé début mai à développer le jeu en lui-même. J'ai passé peut-être 2-3 semaines au mois de mai à faire un tuto TypeScript à reprendre un tuto TypeScript sur l'architecture ECS, donc Entity Component System. C'est un mode d'architecture qui est utilisé dans le monde du jeu vidéo. C'est une architecture qui est assez anémique, enfin qui est très anémique en fait au niveau des entités. Les entités ont juste des ID. Les entités sont composées de composants qui leur donnent un état. Grosso modo, c'est le state. Donc, c'est qu'une data structure. Il n'y a pas de logique au niveau des composants. Et ensuite, on a des systèmes à côté qui discutent entre eux au travers d'événements. Et les systèmes ont le droit de naviguer dans les entités et les composants, en fait. C'est ça. C'est un design pattern, enfin c'est un mode d'architecture du code, tout comme on peut avoir une architecture MVC, tout comme on peut avoir une architecture qui utilise des tactiques domain-driven design ou des choses comme ça. C'est une façon de faire, grosso modo. On se met dans un monde, et j'avais jamais fait avant, donc je me suis dit, vu que c'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, je me dis pourquoi pas essayer d'apprendre à faire avec ça. Et pareil, il y a des bons côtés et des mauvais côtés par rapport à cette approche-là. Mais voilà, sinon pour reprendre ta question initiale, oui, donc j'ai commencé à développer dessus depuis fin mai, on va dire à peu près fin mai, à raison de 2 jours par semaine, plus un mois de vacances. Donc au total, j'ai pu calculer le nombre de jours que j'ai passé dessus, mais on est à une quarantaine ou une cinquantaine de jours à peu près au total sur le jeu. Et on a une démo. Enfin, on a une démo. On est en train de faire. On arrive très très proche de la démo jouable de bout en bout, en fait. Là, déjà, on peut arriver au match. On peut se foutre sur la gueule. Et à la fin,
Je suis en train de là de gérer la fin, en fait. Je suis en train de gérer les événements de fin de match quand on est au stade de la victoire. Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient au menu principal? Est-ce que machin, bidule? Est-ce qu'on détruit tout? On détruit le match et compagnie, quoi. Donc c'est cool. Mhm. Ouais, ouais, j'avais déjà développé en TypeScript avant. J'ai une bonne culture JavaScript, enfin une bonne culture JavaScript. J'ai une belle expérience JavaScript, mais qui n'est pas dans le monde du front, ni même des applications web. C'était plutôt dans le back-end, dans le monde de l'orchestration d'infrastructures. Donc, grosso modo, j'avais très peu d'expérience dans le monde web développement. Et front, quasiment pas, quoi. À part trois tutos Angular et React, c'était compliqué. Je te parle de ça depuis très longtemps, hein. Et assez vite, moi, dans un des projets où j'ai été positionné il y a 2-3 ans maintenant, c'était un projet qui était en TypeScript et moi, j'avais déjà goûté à TypeScript vite fait avant. Mais juste goûter, quoi. Et donc, j'ai fait toute une expérience là pendant une bonne année et demie, 100% TypeScript et en strict, hein, parce que TypeScript, par défaut, tu n'es pas obligé de l'activer en strict au départ. Mais moi, je recommande, quand tu veux attaquer un projet TypeScript, déjà, éviter de t'attaquer à un legacy, parce que un legacy en JavaScript, hein, même si c'est faisable, hein, le but de TypeScript, c'est de te dire, bah, tu veux reprendre ton code JavaScript, tu peux, hein, normalement. Mais déjà, ouais, tu démarres un projet à partir de rien, un nouveau projet en TypeScript. Tu te mets en mode strict, ce qui fait que tu peux forcer les typages, etc. Donc, tu vois, quand tu passes tes souris sur les fonctions, tu vois, t'as tout de suite le typage qui vient. Tu as les tableaux, tu peux dire que tu as soit un truc, soit un autre truc, ce qui te permet de te forcer à faire du type checking, grosso merdo. Ça te force si à un moment, si tu commences à écrire de la merde, le but c'est que ton IDE te remonte la merde très très vite. Si t'as fait quelque chose qui va pas, en fait. C'est pour ça que moi j'aime bien forcer le typage. Et ça me saoule quand je vois du unknown ou un truc comme ça, quand j'ai une API qui me dit je t'envoie un truc, mais j'en sais rien. C'est chiant. C'est chiant. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, si tu veux apprendre le TypeScript, tu te mets, la doc TypeScript est vachement bien foutue, hein. Franchement, tu peux attaquer direct, hein. Et si tu as déjà des bases en JavaScript, franchement, si tu as déjà l'habitude de toucher ouais, à la librairie JavaScript ES5 basique, ouais, si, hein. C'est pour ça que là, tu vois, moi, ça gueule pas. J'ai pas de problème parce que TypeScript me fait les validations. Alors là, j'ai une petite couille depuis une certaine évol. Ça ne me détecte pas tous les problèmes. Ça me ressort pas tous les problèmes de, de compilation maintenant. Il y a une époque, ça me le faisait. Maintenant, ça me le fait plus parce que j'ai fait une config sur les tests qui fonctionne moins bien, on va dire, sur l'analyse de la transpilation TypeScript. Parce que TypeScript, en tout cas sur Node, n'est pas exécuté en TypeScript. C'est-à-dire que tu vas transformer le code en JavaScript et après, ton instance Node exécute le code JavaScript comme avant, si tu veux. C'est juste pendant la phase de développement que tu es en TypeScript. Il y a d'autres moteurs plus récents qui utilisent du TypeScript vanille, de ce que je comprends. Entre autres Deno. Deno qui est Node mais inversé. Et c'est fait par le mec qui a inventé Node, je crois, Deno, si je dis pas de bêtises. Mais c'est encore trop. C'est encore trop démarrant, on va dire. Enfin, c'est en train de se faire, mais pour le moment, je trouve que ça vaut pas trop le coup de se jeter dedans. En tout cas, ça, c'est mon avis. Même si j'aimerais bien. Mais enfin, voilà, si t'as déjà fait. Enfin, j'ai vu là que tu sors d'études, et t'inquiète, hein. On commence tous, hein. Ça, il n'y a pas de problème. On commence tous. Moi, je suis en train de te faire mon retour de. Je suis en train de te faire mon retour d'expérience en tant que mec qui a pas commencé à faire du dev. Enfin, j'en ai fait toute ma vie, enfin, ma vie professionnelle, j'ai fait du dev. Toute ma vie d'informaticien, j'ai fait du dev, mais tu fais du dev, ça veut tout dire et rien dire quand tu dis que tu fais du dev. Moi, j'ai commencé dans l'infra, dans l'administration système, l'administration serveur, réseau, machin.
Tu fais surtout du scripting, on va dire. Mais par contre, on t'a pas appris énormément, enfin surtout si t'es pas dans un cursus ingénieur qui te donne un socle de base assez général. Moi, j'ai un socle BTS en termes d'études quand j'ai démarré. Et le socle BTS, on te donne un mini socle orienté développement, mais très basique. Très basique en termes d'algorithmie, ça te permet de faire beaucoup de choses, mais c'est très... en termes de pratiques architecturales, de l'orienté objet, etc., on a un peu manqué. Et c'est normal parce que nous, on nous a appris à faire du système, hein. Moi, j'étais en spécialisation système, j'ai pas fait une spécialisation développement, et je suis pas allé jusqu'au cycle ingénieur. Je me suis arrêté au cycle technicien au niveau de mes études. Après, ça ne m'empêche pas d'apprendre. Ça n'empêche pas de faire comment dire, d'être autodidacte. Enfin, de toute façon, dans n'importe quel métier, si quelqu'un te fait croire qu'il faut il faut arrêter d'apprendre au bout d'un moment, c'est un peu le but de nos métiers, c'est prendre plaisir à faire notre métier, le plaisir de s'améliorer, le plaisir d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, d'être plus efficace, etc., etc. Donc, Deno, je pense que ça marche, hein. Le seul truc, c'est que en termes de bibliothèque, en termes de technologie, tu as beaucoup de choses qui manquent par rapport à l'existant de Node. Node est très, très, très fourni. Enfin, NPM, hein, grosso modo, hein. Le Node Package Manager est très, très, très fourni en solution open source, en fait. C'est l'avantage. Deno manque un peu. Mais ça va venir, hein, ça va venir, hein. Tu sens que c'est l'avenir, tu sens qu'il y a aussi d'autres langages à creuser, hein, autres que JavaScript et enfin les bases, les moteurs qui sont à base JavaScript et TypeScript. Il y a autre chose, hein. Il y a d'autres choses, il y a d'autres langages, hein. Après, c'est pareil, au début, maîtrise déjà les langages que tu veux maîtriser pour ton boulot. Et à côté, ouvre-toi les chakras gentiment et ça viendra. De toute façon, t'as 40 ans de boulot devant toi, hein. Donc, voire plus. Donc t'as largement le temps pour apprendre des choses, si tu veux. Salut les choupis. Salut Slardef. Mais ouais, enfin voilà. Prends le temps d'apprendre, vas-y à ton rythme. On te fout déjà assez la pression H24 comme ça pour apprendre des nouvelles choses, donc vas-y tranquille. Vas-y tranquille pour apprendre. C'est pas en sortant de l'école que tu vas être un expert de la NASA, quoi. On aimerait tous, hein, mais c'est compliqué, quoi. Ah ça va, Slordef, là j'avance là encore ce matin. Je suis en train de faire la fin du match. Je suis en train de gérer toute la logique de fin du match. Le fait que grosso modo on affiche la défaite, j'ai l'affichage ou pas? Ouais, j'ai encore l'affichage. Tu vois là à la fin, quand on a le gagnant et le vainqueur, on affiche un petit D et un petit V pour le moment. C'est de la merde, mais on va améliorer cet aspect composition graphique, on va l'améliorer plus tard, hein. Plus tard, en fait, au lieu d'avoir le petit V et le petit D, en fait, on fera un panneau d'affichage où c'est écrit vous avez gagné, vous avez perdu, en fonction. Ça va venir, hein. C'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Mais grosso modo, on arrive à se foutre sur la gueule et on arrive à gagner le match ou à le perdre. Et là, le problème, c'est que moi, ce que je dois faire, c'est que quand je clique sur V et D, en fait, le joueur doit revenir au menu principal. Et on détruit le match après, derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas sur un jeu triple A mes couilles, hein. Ça c'est sûr. Ouais, ça je sais pas. Je sais pas si c'est mieux que Battlefield. Franchement, moi j'ai du respect par rapport à ces équipes-là. Faut comprendre que les mecs, ils ont leur licence. Faut comprendre que les mecs, d'une manière générale, ils réutilisent, j'espère pour eux, une partie de leur moteur de jeu parce que enfin, quand tu fais le premier Battlefield, que tu fasses le Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, on s'en bat les couilles. C'est un FPS, tu te fous sur la gueule. Il y a le système d'armes enfin, les compositions d'armes qui changent un peu et certaines mécaniques, je peux grimper sur un mur ou pas, etc., etc. Mais disons que des mécaniques de base sont là, on va dire. Ce qui est bien, enfin, c'est quand vous y pensez, quand vous faites un studio de jeu ou ce genre de truc,
dites-vous que c'est bien de faire des jeux à licence. C'est-à-dire quand vous avez votre licence de jeu, vous avez investi du temps, des moyens pour créer un système de jeu adapté. Vous pourriez en faire des suites, si vous avez envie. Ou de le faire évoluer dans des suites. C'est-à-dire faire des suites avec des comportements un peu différents, etc. Ou juste des nouveaux graphismes. Hein, comme on fait des jeux de type... mon fameux Diablo 2 Resurrected, là, qui marchait pas avec les files d'attente. Avec Diablo 2 Resurrected, ils ont réussi en fait à isoler la logique du jeu. La logique de gameplay, elle a été isolée. Et par contre, c'est juste la communication graphique qu'ils ont modifiée. Enfin, je pense. C'est-à-dire qu'ils ont changé la tech. La tech d'affichage a été changée, mais par contre, la tech de gameplay, elle a été très peu modifiée. Elle a peut-être été optimisée pour avoir plus de perf, etc., etc. Et c'est un peu l'idée, quoi. C'est pour ça, quand vous faites un jeu à licence et quand vous avez un jeu qui commence à marcher, au niveau des communautés de joueurs, bah, dites-vous que vous avez une petite pépite et que vous pouvez proposer des suites. Moi, quand je vois le mec qui développe Binding of Isaac, par exemple, le mec, il a commencé avec un premier jeu en... Je crois que le premier Binding of Isaac, il a été fait en Flash, si je dis pas de bêtises. Le mec, après, il l'a porté. Ouais, pas de problème, Slordef, à plus. Le mec, il l'a porté le jeu, et pour que ça tourne sur PC ou je sais pas quoi. Et après, il a ajouté des mécaniques de gameplay, il a fait des suites, c'est-à-dire il a fait des mécaniques de jeu supplémentaires, il a fait des chemins, enfin, il a fait des niveaux de difficulté en plus, etc., etc. Et on est sur un jeu qui aujourd'hui, bah, c'est développé par un mec, peut-être, je sais pas s'il a rajouté du monde dans son studio. Et, le gars, en plus de ça, il a. Enfin, ça doit faire 10 ou 12 ans que le mec a commencé. Et encore, je suis peut-être. Ça fait quoi, Binding of Isaac? Ça a démarré quand? Ça a commencé quand, ça? La date de sortie initiale, c'est 2011. Donc le jeu, il a déjà 10 ans. Et le jeu évolue encore, en fait. Donc c'est ça que je trouve fort, tu vois, tu fais des extensions, tu fais tout ça. Après, c'est pour le plaisir de faire jouer les joueurs. Si toi, après, tu te dis, mon jeu est une œuvre finie, je veux plus le faire évoluer, je veux plus le modifier, c'est OK aussi, tu vois. Et l'avantage de faire évoluer un jeu dont on a déjà les mains dessus, c'est qu'on peut le reprendre et on peut faire évoluer qu'une petite portion du jeu. Donc, par exemple, le moteur graphique, pour améliorer les perfs, pour passer de la 2D à la 3D, etc., etc. Moi, c'est ce que je vais faire sur le jeu. Pour le moment, on a une 2D dégueulasse. Façon à l'ancienne, c'est nul. Donc déjà, on va faire en sorte qu'au niveau 2D, on enrichisse les mécaniques de gameplay et les mécaniques d'affichage en 2D, c'est-à-dire d'avoir des unités. Parce que là, pour le moment, une unité, c'est une cellule, en fait. Une cellule, c'est un petit carré. Et on ne peut pas faire plus gros. Donc moi, l'idée, c'est que je fasse des unités composées de plusieurs cellules, comme des organismes, en fait. Et un organisme est composé de plusieurs sous-cellules. Et c'est les sous-cellules qu'on affiche. Mais par contre, si on clique sur une des cellules, ça va avoir du comportement sur l'organisme lui-même. C'est un peu l'idée. Et les autres mécanismes que je mettrai en place plus tard, c'est si par exemple ce truc-là, l'arène, je veux la transformer en 3D, etc., etc., ben on pourra faire des mécaniques en plus. Bref. Alors, par contre, j'ai pas lu Arnotech, qu'est-ce que tu m'avais dit? C'est juste ironique qu'en sortie, les missions sur le marché demandent que des expérimentés et pas des juniors. Oh, mais ça, c'est normal, Arnotech. Ça, il faut pas te foutre la rate au courbouillon. De toute façon, tu es trop jeune, tu es pas assez expérimenté, tu coûtes trop cher. Et le jour où tu as 3 ans de plus, on va te dire t'es trop expérimenté, tu coûtes trop cher, t'es pas assez jeune. Bah les couilles. Je veux dire, à un moment, grosso modo, c'est pour te faire comprendre que tu coûtes trop cher. Hein. C'est la base. Donc quand quelqu'un te dit bon, vous êtes trop jeune, vous êtes machin, tu fais bon, oui, mais concrètement, vous cherchez quoi? Vous voulez quelqu'un qui sache faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que je sais faire? Si je coûte trop cher, bah moi je coûte tant. Est-ce que vous arrivez à trouver moins cher? Et est-ce que vous avez le temps d'attendre encore 6 mois, etc., etc.
Le but, c'est pas de rentrer dans l'agressivité, mais de toute façon, on sait très bien qu'une négociation, c'est un rapport de force, et donc, grosso modo, t'en as un qui va se sentir agressé, et t'en as un qui va se sentir dominant, on va dire. Donc dire qu'il y a, enfin, quand tu fais une négo, t'as forcément à un moment donné, à la fin, un dominant et un dominé, puisque t'en as un qui a lâché l'affaire, t'en as un qui dit oui, et t'en as un qui avait demandé un truc et qui l'a eu ou qui l'a pas eu. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est normal en fait. Ce qu'il faut, c'est trouver un accord, un accord qui est viable pour toi et puis idéalement une bonne boîte quoi, où tu te sens bien bosser. Tu bosses bien, tu bosses au bon prix, avec les bons gars, avec les bonnes techs, etc., etc. Et puis ça va venir quoi. Le truc qui est compliqué là ces temps-ci, c'est que on est en période de surinvestissement parce que je suis pas sûr que ce soit un rêve de bosser chez Facebook. Ouf, je suis pas sûr, vraiment pas sûr. Avec tout le respect que j'ai pour les mecs qui bossent chez Facebook. Bosser chez les gros, c'est un délire. C'est un délire. Et puis j'ai jamais bossé chez eux, mais tu sens qu'il y a. Ça a l'air tout beau, mais tu sens qu'il y a du moisi sous le canapé. Je sais pas. Je sais pas. Et avec tout le respect que j'ai pour ces boîtes-là. Je, je veux pas me foutre des mecs à dos, ça sert à rien. Chacun bosse comme il veut. C'est là que je veux revenir. Mais par contre, faut pas hésiter à chercher. Faut pas hésiter à chercher. Faut pas hésiter tant que tu bosses pas, si ça mord pas au niveau boulot, fais-toi un portfolio, un projet perso. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah voilà, tous les jours, je me donne 2 jours pour chercher. Deux jours. Tous les jours, je me donne 2 heures ou 3 heures pour chercher du taf. Je mets à jour mon CV, je fais des posts sur LinkedIn, je demande à des gens de partager mon post, etc., etc. Et après ça, tu fais ton portfolio, tu essayes de faire ton portfolio. Si tu es développeur web, et bah, tu fais tes pages web, etc., etc. Et tu fais en sorte que ce soit visible, disponible. Faut pas faire des imprimés écran de merde, si tu veux. Tu fais tes sites, tu fais tes petits sites, tu les fais en open source et tu les pousses. Tu les pousses sur le web et puis c'est parti. Ouais, bah ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, enfin, il faut comprendre aussi que tu es débutant. C'est-à-dire, faut être honnête aussi avec le mec que tu as en face. Tu dis, comprenez que je suis, voilà, un débutant, jeune diplômé, tout ce que tu veux. Hein, y a pas moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Le mec qui me dit, je suis jeune diplômé et tout ça, tu fais, bah t'inquiète, on va y aller gentiment. Tu vas. Ouais, ouais, j'en ai fait du React. Hein. Ouais, bah c'est pareil, React, vas-y tranquille, hein, avec React, pour apprendre l'approche composant, l'approche composant web, que tu le fasses en React, en Angular, en Vue, en Svelte, c'est des composants, d'accord? C'est des composants pour afficher des morceaux de DOM dans une page web. Voilà. Après, faut pas commencer à... Enfin, faut savoir ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu as une approche quand tu veux faire du web. D'abord, tu fais un design system, tu essaies de te dire quel type de composants je veux afficher dans mes pages web. Qu'est-ce que je veux construire? Parce que tu peux faire des trucs de ouf, hein, tu peux faire des tourniquets, tu peux faire des loopings, tu peux faire du W, on s'en fout. Si le mec il te demande juste des cartes basiques, parce que tu sais, c'est un blog, donc tu fais une carte par blog, etc., avec un seul type de bouton. Bah, le but, c'est d'essayer d'avoir l'approche où tu dis, bon, bah voilà, comment je te fais un design system déjà. Je te fais un design system, par exemple, sur Figma ou même sur, peu importe l'outil. Tu fais le design system et après, à partir de ce design system, tu vas créer la bibliothèque de composants qui répond à ce design system. Plutôt que de partir dans le développement à l'arrache de tout et n'importe quoi. C'est le problème quand on part dans le développement de tout et n'importe quoi, on ne sait jamais où est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce que le travail est fait, quand est-ce que le travail n'est pas fait, quand est-ce que j'ai un retour ou ce genre de truc. Quoi. Moi, personnellement, je préfère faire un design system. Déjà, je fais une maquette à la main. Tu vois, ça sert à rien de commencer à développer un site web si tu sais pas comment tu veux faire le site web et comment les gens en face de toi vont réagir par rapport à ta maquette. Tu vois. Mais bon.
Parce que React, en soi, c'est un outil, hein, c'est pas... React, c'est un moyen. Toi, ce qui compte, c'est ce que tu dois produire. Après, que tu le fasses en React, en Angular, en Vue... c'est bien de faire un choix de technologie qui a de l'employabilité, mais aujourd'hui, en France, de toute façon, sauf si tu es dans une région un peu particulière, mais d'une manière générale, tout le monde est assez ouvert au télétravail maintenant, surtout sur des postes de dev front, de ce que j'ai vu, hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il le dit, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu peux avoir... euh, tu entends, alors, je vais le dire pour YouTube, comme ça, si YouTube il regarde la VOD, il peut toujours comprendre. Tu entends quoi exactement par dixième système? J'ai compris que quand tu te lances dans un projet, tu définis le périmètre de ce qui doit être fait, ou non, puis tu devs en conséquence les aspects. Oui, on est d'accord. Comme ça, tu vois et c'est ce qui est nécessaire. Oui, super. Oui, c'est un peu l'idée. En fait, un design system, c'est grosso modo quand tu as une démarche composant, quand tu fais du front, il faut que tu t'équipes de ta boîte à Lego, grosso merdo, d'accord. Tu as une boîte à quand tu as une approche composant, il faut que tu te dis j'ai des Lego, j'ai un Lego pour ça. Enfin, tu sais, j'ai un Lego qui fait, j'ai une porte, j'ai un bouton, j'ai une carte, j'ai un tourniquet, j'ai une emphase, un bouton en phase, c'est-à-dire un bouton qui est beaucoup plus visible qu'un bouton normal. Le bouton normal, c'est un bouton secondaire qui est pas trop visible, mais bon, il permet de faire une action. Et tu as un bouton qui a un mode en phase, c'est-à-dire il a un effet visuel, UI, qui attire l'œil, grosso merdo, hein. C'est pas pour rien, hein, qu'on a des boutons rouges clignotants qui te font la fête avec des feux d'artifice, c'est pour t'attirer l'œil, pour que tu cliques, hein. Parce que le but, c'est que tu dois cliquer à cet endroit-là, parce que l'expert métier ou l'expert UI ou l'expert UX même, expérience utilisateur, te dit faut que les mecs ils cliquent à cet endroit-là, c'est ce qui fait notre conversion, c'est ce qui fait du pognon, c'est ce qui fait que tel objectif est rempli, peu importe. Du moment qu'il y a un objectif qui est rempli. Déjà, retenir que quand on te demande quelque chose, il faut qu'il y ait un objectif au cul. Pourquoi on te demande de faire ça? Tu vois, il faut toujours poser la question aux gens. Tu me demandes de faire un bouton, un machin, pourquoi faire? On a déjà des boutons, on a déjà une bibliothèque de boutons. Pourquoi tu veux un bouton en plus? Qu'est-ce qu'il apporte? Tu vois. Donc, il faut que le mec il arrive à te convaincre de faire le taf, grosso merdo. Parce que toi, tu peux être force de proposition. De lui dire, bah oui, tu me demandes un truc qui existe déjà, donc il est là le bouton, très bien. Tu vois. Donc, ça, c'est la spécification front. Déjà, voilà, tu commences avec les composants. Enfin, déjà, tu commences avec une maquette de certaines vues de ton application qui sont faites à la main, en mode crowbar au tableau, ou en mode schéma, peu importe. Et quand tu vas avoir différentes vues, tu vas te rendre compte que y a beaucoup de composants entre les vues qui se ressemblent, en fait, et qui pourraient être fusionnés pour faire un seul et même composant. Je vais te donner un exemple avec un projet que j'ai fait. Après, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur ce projet-là. C'est sur le projet Banguerang que j'ai fait d'autres vidéos. Tu n'auras qu'à regarder sur YouTube si ça te dit. Justement, j'ai fait une approche design system, j'ai fait une approche produit. On commence pas à développer tout et n'importe quoi. On essaie déjà de se mettre en condition. Je suis un utilisateur, je veux utiliser le produit. Ok, qu'est-ce que je lui montre? Qu'est-ce que je montre à l'utilisateur pour qu'il utilise le produit? Doc. UI. Je te montre vite fait, hein, parce qu'après, il faut que j'y retourne. Et ça me fait plaisir de montrer ça. Je dis pas que c'est... Attention, hein, toujours, un disclaimer, ce truc-là, c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la façon de faire. D'accord? Il y en a plein d'autres. Je suis peut-être pas efficace, etc., etc. D'accord? Donc, je me suis mis dans la peau d'un activiste. Enfin, tu vois, j'ai fait activiste et membre d'équipe agile, tu vois. Donc, j'ai fait des vues, etc., etc. Grosso modo, pour moi, l'activiste, je me suis mis en tant qu'activiste, enfin, c'est de la démocratie directe, hein, Banguerang. Donc l'idée, c'est le mec qui veut voter sur un truc, il est tranquille dans son canapé avec son téléphone. Il est pas avec un PC, etc. Donc déjà, on imagine une vue téléphone. Donc j'ai fait un vieux téléphone de merde
à l'arrache, en ayant à peu près la résolution d'écran, enfin la forme de l'écran qui irait bien pour mon interface. D'accord? Donc le mec, il est dans son canapé, il a ça dans la main. Qu'est-ce qu'il voit? Donc j'ai commencé à faire, une page d'accueil avec une page de récupération des revendications. Ensuite, derrière, quand il clique sur une revendication, on a toute la partie revendication simple qui permet justement de dire, quand j'appuie sur le bouton, on va faire un claiming, on dit que c'est claim, on dit machin, avec des boutons. Et on voit que les boutons, ils sont identiques. Par exemple, le bouton again, c'est le bouton fort, ils sont identiques. À part qu'à un moment, le bouton, il est désactivé. À un moment, le bouton, il est cliquable. Enfin, on peut appuyer dessus. On a les pourcentages, on a le lien de partage, etc., etc. J'ai fait derrière l'inscription, l'identification, machin. Et donc, ça te permet, toi, d'identifier quels sont les composants que tu vas devoir créer dans tout ça, en fait. C'est-à-dire que là, tu vois que tu as des boutons, les boutons sont identiques, tu vois que là, il y a une description, tu vois qu'on a toujours des notifications, en fait, qui sont là. Je crois que dans les équipes agiles, je crois que j'ai fait différemment sur les... Ouais. Là, tu vois, celle-là, elle est plus récente, par exemple. Celle-là, elle est plus récente. Et donc, grosso modo, tu vois, là, tout le système de notification se trouve en bas. Je me suis aussi renseigné sur les bonnes pratiques quand on est en mode mobile sur l'emplacement des boutons. Et grosso modo, c'est beaucoup plus pratique, même si c'est un peu moins joli personnellement. Mais ça, le joli ou le pas joli, c'est très, comment on dit, c'est subjectif. Mais par contre, en termes d'ergonomie, voilà, en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus pratique d'avoir les boutons plutôt en bas de l'écran quand tu es en smartphone. Parce que comme ça, tu peux directement interagir avec une main, en fait, sur l'écran. Parce que tu as ton pouce qui peut naviguer en bas, en fait. Donc, en fait, on peut utiliser l'application en ayant tous les boutons, en fait, se trouvent en bas. D'accord? Alors pareil, j'ai fait des boutons. Là, j'ai essayé d'imaginer un autre aspect visuel pour cette portion-là, en fait, pour dire est-ce que je peux voter pour ou contre, etc. Histoire de donner un maximum d'informations juste de manière visuelle. Puis pareil, j'ai fait l'inscription, etc., etc. D'accord? Ce qui fait qu'à partir de ça, comme j'ai dit, tu définis tes composants en faisant, à partir de ça, tu peux faire un design system, tu vois. Donc là, tu vois qu'il y a des formulaires, tu vois qu'il y a des boutons, tu vois qu'il y a des tuiles de revendication, là, quand on les recherche, ici. On a les tuiles de revendication, etc., etc. Et donc, tu te retrouves à créer tes composants unitaires après dans le framework que tu as utilisé. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool, moi j'ai trouvé ça pratique. Et donc à la fin, tu as une application qui tourne. Si je vais dessus, tac. Donc là, après, tu as l'application, tu choisis ta langue, et puis là, voilà, tu arrives après sur l'application qui est en ligne et qui utilise une approche composant. Donc là, c'est pas du React, on est sur du Svelte, mais c'est la même philosophie, hein, grosso modo. Puis on peut commencer à rechercher des revendications dessus. Tu vois qu'en bas, là, il se passe des choses. Tu vois, t'as toutes les notifications. Là, on peut cliquer pour rejoindre la revendication. On peut voter pour ou contre. On peut partager. Quand je clique pour voter, bah, en fait, moi, d'un point de vue ergonomique, si je veux voter, ça veut dire que je dois m'authentifier. Donc après, moi, je me connecte. Là, j'ai les petites notifications en bas. Je peux retourner à la revendication. Et là, je peux voter. Tu vois. Je peux voter. Et donc, moi, j'ai fait aussi en sorte de dire, voilà, un bouton désactivé, là, je peux pas cliquer dessus. Tu vois, ça fait rien. Mais par contre, si je clique de l'autre côté sur contre, ça me fait changer d'avis et ça bascule mon vote de l'autre côté. Et le pour devient à nouveau cliquable. C'est un peu l'idée. Hein. Après, c'est pareil, c'est pas parfait. Là, cette application, la Bangerang, j'ai passé au total donc le dev plus le design system plus l'aspect business model, lean canvas et compagnie, enfin toute la partie gestion produit, la démo, les premières vidéos marketing machin, j'ai passé 38 jours, je crois, moins de 40 jours dessus.
Donc c'est pareil, tu restes sur une application qui a été développée pendant 40 jours, elle n'est pas complète encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais par contre, on est en approche indépendance technologique, on est en approche composant sur l'aspect UI, on est sur du serverless en back-end, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Bah, en fait, tu mets du temps. En fait, moi, c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire que je suis peut-être un petit peu lent au départ par rapport à d'autres qui partent bille en tête, mais par contre, je ne ralentis pas, en fait, dans le temps. Là où d'autres, en fait, ils vont partir bille en tête, ils vont très rapidement, au bout de 6 mois, ils vont se mettre un peu les pieds dans le tapis. Et par contre, à la fin, ils vont plus pouvoir livrer parce qu'à la moindre livraison de quelque chose, ils vont rajouter des bugs, ils vont s'emmerder. Enfin, ça va être un enfer. Alors que moi, ma façon de faire, c'est, je suis un chouïa plus lent parce que moi, je veux les choses bien carrées et je veux que les choses soient bien spécifiées et je veux prouver que ça marche à tout moment. Mais par contre, ça, je le conserve. Et donc, je me retrouve pas à avoir une complexité de mort à la fin qui fait que je n'ai pas la maîtrise du logiciel, en fait. Le but, c'est de garder la maîtrise du logiciel pour le continuer à le rendre maintenable et évolutif, en fait. Je dis pas qu'il y a sûrement d'autres façons de faire. Et les autres façons de faire, il y en a justement qui partent bille en tête, mais ils sont très très bons. Ils apprennent les frameworks par cœur, ils apprennent les méthodologies, le code, leur code à eux, ils le connaissent par cœur, etc., etc. Donc, bah, c'est super pour eux. Mais moi, personnellement, je suis con. Moi, je suis quelqu'un qui est con, et donc j'aime bien me sortir le cognitif de ma tête et le coucher et le coucher dans le code source, si tu veux. C'est pour ça que je développe à partir des tests, et c'est pour ça que là, tu vois, là, il y a une bonne pile de tests. Là, on a 650 tests à date au niveau du jeu qui me protègent de mes conneries, en fait. Et plus tard, si le projet devient collaboratif, communautaire, etc., bah, je me protège aussi des autres qui vont devoir faire des modifications dans le projet. C'est un peu l'idée, quoi. Et ça, c'est les approches de développement. Chacun fait comme il veut. Mais ouais, dans tout ça, tu passes un peu de temps. Ah, les tests, moi c'est pareil, hein, les tests, t'en fais ou t'en fais pas. Après, il faut assumer le fait que ton code n'est pas testé. Enfin, que ton code est testé manuellement à l'arrache quand t'as le temps de le tester. Il y en a, ils le font, hein, il y en a, ils bossent comme ça, et grosso modo, leur application se porte pas plus mal. Après, est-ce que c'est la bonne façon de faire d'une manière générale ou pas? Est-ce que l'équipe est prête? Parce que c'est pareil, hein, quand tu vois des équipes qui se disent, allez, dans l'industrie, on nous dit qu'il faut qu'on se mette au test automatisé, donc on en fait. Bah, sur un legacy, je suis désolé, c'est pas si simple hein, à mettre en place. Je dis ça, j'ai des clients qui sont comme ça, hein. Je me retrouve dans des situations clients où les mecs, voilà, on va mettre en place des tests automatisés, bah, il n'y en a pas. Et il y a tout un legacy, en fait, il y a des projets qui ont des années et des années de développement, et le code n'est pas testé. Bon, bah, super. Par contre, on est dans les situations où le code n'est pas testé, et à la moindre ajout de feature, ça met des plombes, où tu casses un truc à côté, les utilisateurs finaux ont des bugs, etc., etc. Donc c'est pas ouf hein, non plus comme situation, hein. Par contre, t'as quand même le mérite que le projet soit en place depuis des années et qu'il tourne à peu près bien. Même si c'est de plus en plus compliqué de le faire évoluer, en fait. Parce que je sais pas vous, mais quand vous faites des logiciels, en général, tu as envie que le logiciel il continue de marcher longtemps. Le but, c'est pas de faire on n'est pas là pour faire le. Il y a des logiciels ou des agences qui font ça, mais un logiciel, c'est pas une landing page. Une landing page, c'est facile. Tu fais la landing page, tu fais le call to action et puis c'est parti, quoi. Et encore, je suis gentil, il y a une manière de faire. Il faut faire des belles landing pages, mais c'est pas ça faire du logiciel. Ça, faire une landing page, c'est faire une landing page. C'est pas la même chose. Je grossis le trait hein, quand je dis ça. Parce que je vais avoir tous les devs front qui passent leur journée à faire des landing pages qui vont m'allumer.
Oui, ça peut être compliqué de faire des landing pages, il faut gérer la scalabilité, patati patata, c'est compliqué. Oui. Mais justement, faites des tests. Testez vos landing pages. Attendez pas de lancer en prod pour vérifier que votre landing page elle tient les 100 000 connexions quand vous enclenchez comment ça s'appelle Merde. Quand t'as la promo qui s'enclenche, où tu commences à faire la pub, où le mec qui va sur BFM, il commence à faire... il fait son annonce aux infos du matin. Pour info, on fait une super promo à 50%, c'est valable qu'aujourd'hui, machin. Bah ouais, bah ouais. T'as testé que t'allais avoir 500 000 personnes qui vont se connecter sur ta landing page pour acheter le truc, quoi. Alors que ça se teste, hein. Ça, c'est facile. Avec une librairie de test automatisée, tu peux le tester, ce truc, en fait, pour voir si ça tient la charge. Bref. Allez, j'y retourne un petit peu. Donc, je rajoute un test supplémentaire. Je veux vérifier que quand j'ai une collision avec mon pointeur et ma défaite invisible, ouais, il va falloir que je vérifie le composant physical, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? On a besoin du pointeur. Oh, le dev no code, moi j'ai rien. Enfin, c'est compliqué. Quand je développe un truc, et je suis pas un expert du domaine driven design, donc je risque, attention, de raconter des grosses conneries. J'aime bien l'approche stratégique du domaine driven design, où grosso modo, on a un problème à résoudre. D'accord. Pourquoi on développe, pourquoi on utilise du no-code, pourquoi on met en place une solution. D'accord. C'est la notion de solution. D'accord. On met en place une solution quand on a un problème à résoudre. En fait, un problème, quelque chose, enfin, on veut proposer une solution pour répondre à quelque chose. D'accord. C'est pour ça que les gens achètent en général. Quand toi, tu achètes une cuisinière, bah, tu as un problème, tu as envie de cuisiner un plat chaud, tu pas de quoi te chauffer, tu achètes une cuisinière. Voilà. Il y a un mec, il a été intelligent pour inventer le système de la cuisinière, pour dire, bon, bah, c'est pratique, avec ça, vous pouvez faire chauffer ce que vous voulez, vous pouvez cuisiner et faire des plats chauds. C'est cool. Bon, par contre, si tu es un vegan qui aime bouffer que de la salade crue, une cuisinière, c'est pas ton problème. Manger du plat chaud, c'est pas ton problème, parce que le vegan, généralement, il aime aussi les aliments pas cuits. Enfin, c'est les crudivorismes, par exemple. Le crudivorisme, les mecs qui mangent cru, bah, ils s'en bat les couilles de faire chauffer. Voilà. Donc ce problème-là ne l'intéresse pas. Tu vois, t'as une notion de problème pour certaines populations qui n'en est pas pour d'autres. D'accord. Donc derrière ça, tu dois fournir une solution pour répondre à un problème. Si ton problème est un problème générique, c'est-à-dire que c'est un problème qui est déjà connu, c'est un problème que tout le monde a et il y a déjà des solutions en place sur le marché, mais toi, tu veux être grosso modo, tu veux rentrer dans le marché et être un challenger des solutions déjà en place. C'est-à-dire, grosso modo, en général, quand tu es dans cette situation-là, c'est que tu veux faire mieux et moins cher. Hein, grosso modo. Tu as déjà des solutions en place, tu veux faire mieux et tu veux faire en sorte que ça coûte moins cher parce que ça devient une commodité, c'est pour ça que tu as envie de le faire. D'accord. Et bah, vu qu'il y a déjà des solutions qui existent sur le marché, tu pourrais te dire, bah, je pourrais peut-être en reprendre une et l'améliorer, par exemple, au lieu de faire ta propre solution à toi. Et donc, pour faire ça, on utilise souvent ce qu'on appelle des frameworks ou des solutions préconstruites qui te permettent de fournir la solution à moindre coût, sans avoir à tout construire de haut en bas, si tu veux. Tu t'appuies sur des solutions technologiques déjà existantes, des boîtes à outils qui te permettent de créer une solution sans avoir à rentrer dans le monde du développement. Et donc ça, bah, si tu arrives à le faire, bah, tant mieux. Si ça marche bien, c'est parfait. Tu vois. Donc faire du no-code, enfin, on fait tous à un moment donné du no-code. Hein. C'est-à-dire quand tu utilises un framework, quand tu utilises React, c'est pas toi qui développe la lib qui fait du DOM dynamique, par exemple. React est déjà fourni. C'est déjà une solution de support, tu vois, qui permet d'avoir un DOM dynamique. Tu veux déployer ton serveur back-end sur AWS. AWS te fournit une solution d'infrastructure de support
avec des API, etc. C'est pas toi qui dois installer tes serveurs dans ta petite salle blanche. Tu vois, c'est pas toi qui vas acheter, c'est pas toi qui construis le serveur. D'accord. La plupart des serveurs sont construits par des fabricants d'électronique, etc., etc. Tu vois, donc en fait, toute solution est composée de sous-solutions qui se combinent les unes avec les autres, qui s'intègrent. Et parfois, tu as besoin, quand tu veux coder, quand tu as besoin d'une logique métier bien particulière et surtout que tu veux avoir la main dessus assez facilement, c'est bien d'être capable de la développer. C'est bien d'être capable de pouvoir développer. Parce que le problème du no-code, c'est que tu dois développer du no-code dans le cadre du framework no-code. C'est-à-dire que tu es enfermé dans la boîte à outils du no-code. Et ça, il faut faire un peu attention par rapport au no-code, c'est que tu peux avoir ce qu'on appelle le vendor lock-in par rapport à ta solution no-code. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas vouloir arrêter de faire du no-code parce que c'est pas bon pour toi ou ça coûte trop cher quand ça scale. Parce que ça, je pense que c'est un des... Le business model du no-code, à mon avis, c'est que quand tu scales, tu dois bien douiller, je pense. C'est comme le serverless, on te fait du serverless gratos, en fait, mais par contre, quand ta solution est vachement utilisée, tu vas devoir payer fort, en fait. C'est comme ça qu'ils se rattrapent, je pense, les mecs qui font du serverless et les mecs qui font du no-code et compagnie. C'est un business model un peu particulier. Grosso modo, on t'attire en te disant c'est gratuit tant que t'es petit, et dès que tu commences à grossir, paf, t'as le chéquier à sortir, et souvent c'est un chéquier bien énervé qu'il faut sortir. Donc c'est pour ça, le no-code, moi personnellement, j'ai rien contre. Si t'es conscient du choix du no-code, en fait, si t'es conscient du choix de partir dedans, tu peux y aller, hein. Y a pas de problème. Si ça te permet de fournir des solutions efficaces aux problèmes donnés rapidement, pas cher, et que ça reste pas cher, et que ça reste évolutif, tout ce que tu veux, très bien. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est quand à un moment, justement, ça coûte trop cher, ou c'est pas assez évolutif, ou ça fait pas ce que tu veux, et là, tu vas vouloir commencer à vouloir faire autre chose, ou connecter des trucs pas prévus. Et là, en général, bah, tu es soumis à ton fournisseur de solutions no-code. Tu vas lui dire, écoutez, je comprends pas, je peux pas faire des appels à mon propre back-end ou je sais pas quoi. Le mec, il fait, bah ouais, c'est parce qu'on veut que vous restiez chez nous. C'est pour que, enfin, on veut pas vous autoriser à taper sur des back-ends à côté. Heureuse leur def. Et donc, vous êtes obligé de rester chez nous, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Tout ce que je te dis là, c'est des exemples. Hein, c'est pas, je vise personne. Je connais pas assez bien les solutions de no-code pour te dire qu'ils font ça, tu vois. Mais ça pourrait être une tactique commerciale et une tactique produit de dire, c'est ce qu'on appelle le vendor lock-in. Hein. Le vendor lock-in, c'est grosso modo, tu as choisi la solution technique ou la solution de support pour faire ta solution au-dessus, en fait. Et le jour où tu veux changer de solution, tu ne peux pas ou tu ne sais pas changer facilement la solution. Ça, c'est hyper chiant. C'est pour ça que moi, j'aime bien... c'est une recommandation de tactique ou de stratégie d'un point de vue domain-driven design, c'est de dire ton cœur de métier, c'est-à-dire la vraie valeur ajoutée de ta solution, vraiment le cœur de métier, ce que tu dois répondre comme besoin, tu le fais en code pas propriétaire, mais en code pur qui t'appartient à toi, c'est-à-dire sur lequel tu as la main, parce que modifier du code, c'est très facile. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais construire une application en 40 jours, on a vu la Bangerang, machin, qui peut être utilisée par 1000 personnes ou 10 000 personnes, ça tombera pas. Ça marche en 40 jours. Et le modifier, c'est pas compliqué. Modifier Bangerang, c'est pas compliqué. Par contre, ou le jeu là, RFC, le modifier, c'est pas compliqué. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est moins un seul gogol tout seul qui le fait. En quelques jours, voilà, je peux faire des modifications. Faites la même chose avec une maison, c'est plus compliqué. Tu t'es trompé dans la dimension de la porte, tu veux poser une autre porte, ça coûte la porte que tu viens d'acheter, tu l'as achetée, tu peux pas la rendre. L'autre porte qui a une autre dimension, elle coûte 10 fois le prix parce que c'est une dimension spéciale.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut péter le mur? Est-ce qu'il faut machin? Ok, il faut péter le mur. Ok, il faut mettre un bastin parce qu'il faut maintenir la structure de la maison. Il faut faire appel au maçon. Le maçon, pour le faire venir 3 jours, ça coûte 3000 balles, etc., etc. On n'est pas sûr. Enfin, ça coûte. Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point le développement, ça coûte pas cher comparé à d'autres méthodes de fabrication de quelque chose, en fait. Oui, un développeur, ça coûte cher, mais ça coûte pas si cher par rapport au gain que tu peux en tirer, en fait. C'est là où je veux en venir. Et si vous avez des doutes, demandez à votre patron ou à votre commercial le PNL de votre solution, ce que vous développez. Grosso modo, demandez le bilan comptable de la solution, c'est-à-dire combien ça coûte, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous achetez. D'accord? Combien ça vous coûte et qu'est-ce que vous gagnez en conséquence, tu vois? Et là, bizarrement, généralement, les équipes commerciales ou les équipes managériales ferment bien leur gueule pour te faire comprendre qu'ils se ralassent bien sur ta gueule, tu vois. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est le savoir. Non, mais après, tu peux avoir des situations où une équipe est en difficulté. Ça, je peux comprendre, tu vois, tu as des projets, l'équipe est en difficulté, etc., etc. Ok. Mais, enfin, posez-vous la question, comment ça se fait que vous avez des ESN ou des fournisseurs de solutions ou des comment ça s'appelle, des agences web. Tout le monde vous dit c'est la misère, ça tient pas la rue, ça tient pas la route, machin, et vous voyez le patron qui vient en, en Porsche Carrera avec des petits fours plein les poches, et le mec il chiale devant vous en mode c'est trop compliqué la vie, quoi. Réfléchissez. C'est tout. Après, il y a des patrons qui sont très honnêtes là-dessus et qui vous disent écoutez, nous, ça va très très bien. Par contre, on garde de l'argent pour embaucher des mecs à côté. On a une stratégie d'entreprise, on a une stratégie d'évolution, machin. Et puis on fait attention quand même aux dépenses, on se fait quand même un peu plaisir, mais ça va. Tu vois, bon, à la limite, puis quand tu le remarques que c'est vrai, que le mec est comme ça, c'est très bien. Tu vois. Et quand tu vois le mec à côté qui est en mode petit four et qui dit à ton chef de t'en foutre plein la gueule parce que t'es qu'une merde, il y a peut-être un truc qui va pas, tu vois. Et de toute façon, vous êtes trop cher. C'est tout. Vous êtes trop cher, les mecs. Enfin, bref. Bon, allez. Enfin, après, pareil, hein, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. Moi, je dis ça par rapport à mes retours mes retours d'expérience, quoi. J'ai les deux à Artnotech. J'ai les deux. Ça dépend des opportunités. En fait, des fois, enfin, d'une manière générale, quand tu es en freelance, tu passes par une ESN pour bosser chez un client final, surtout quand le client final il est un peu gros, parce qu'il a une politique achat. En fait, il passe par des acheteurs pour ne serait-ce qu'homogénéiser les paiements et la gestion des prestataires, en fait. Parce que c'est très compliqué d'un point de vue comptable, organisationnel, de gérer plein de petits prestataires. Et donc, en général, il fait appel à une ESN de portage, hein, grosso modo. Enfin, c'est pas du portage salarial, mais c'est du portage de freelance, etc., qui est grosso modo, lui, va concentrer toutes les prestations de plein de freelance en une seule grosse prestation de référencement de freelance, grosso modo. Euh, et donc à la fin, enfin, il va fusionner, en grosso modo, il fusionne les factures en une seule ou ce genre de truc pour simplifier la démarche avec les fournisseurs. C'est ça, c'est ça. Alors, et en plus de ça, oui, alors, faut comprendre aussi que être acheteur dans l'informatique, c'est un métier. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des acheteurs ou si vous avez déjà fait, si vous vous êtes déjà retrouvé face à un acheteur lors d'un appel d'offres, quand vous répondez à un appel d'offres ou quand vous faites un appel d'offres,
Être acheteur, c'est avant tout... être acheteur informatique, c'est avant tout être acheteur. Si je te fais simplifier. Il faut connaître son marché, il faut connaître le marché de l'IT. Et en fait, les mecs, ils ont... Enfin, les mecs, les meufs, hein, peu importe. Hein, je sais pas... Il n'y a pas de... Il y a pas de sexisme, hein, ça y est, dans l'approche. Mais bien sûr que tu peux être un acheteur pour un SaaS. Quand tu demandes à Google, quand une boîte dit, allez, on va choisir notre fournisseur cloud pour les 4 prochaines années, dans les phases d'achat, tu vas avoir GCP, Amazon, machin, bidule, Azure, des acteurs locaux, etc. Et grosso modo, le mec, il fait grille de prix. Vous devez nous garantir les 5-9 pour trois patates, enfin pour que dalle, ou deux trucs comme ça, quoi. Donc pareil quand tu veux un SaaS, c'est-à-dire le mec comment dire, on veut remplacer notre back office, notre logiciel, notre ERP back office, parce qu'on était avant sur Sage ou je sais pas quoi, et puis maintenant on veut passer sur un truc un peu plus énervé. J'ai même plus le nom des grosses ERP là. Une grosse ERP de mort là, où tu as des modules, ça coûte une blinde, ça coûte tellement cher que tu fais venir des prestataires pour te développer des modules à part ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un enfer. C'est quoi déjà? ERP solution. Putain, j'ai même plus le nom des. Ouais, moi j'ai déjà eu des acheteurs en face. J'ai déjà eu des. Enfin, pas forcément pour moi en directement quand j'étais freelance, quoique ça arrive. Mais c'est pas grave, il faut comprendre la logique de l'acheteur. Et déjà, il faut faire comprendre à l'acheteur s'il a bien compris la valeur que tu apportes au projet et que on te demande cette valeur-là dans le projet et que c'est pas tu n'es pas un numéro, en fait. Parce que ça, les acheteurs, ils ont un peu du mal quand on pense aux solutions humaines, hein, parce que un freelance, le problème d'un acheteur, c'est qu'il a du mal à faire la différence pour lui et il se force à ne pas faire la différence entre un freelance et un freelance. Quand un mec d'un projet dit j'ai besoin d'un freelance pour un truc, pour lui dans sa tête, ok, il faut un freelance. Donc pour lui, il a une case freelance avec un tarif. Un seul tarif pour tous les types de freelance possibles. D'accord. Le truc, c'est que nous, c'est de rappeler à l'acheteur qu'on n'est pas le freelance. Il y a plusieurs cases de freelance sur le marché. C'est comme ça, tout comme il y a plusieurs cases le problème, c'est que l'acheteur, c'est pas un RH. Faut comprendre. Enfin, ou en tout cas, il a du mal à être un RH. Et il faut comprendre que d'un point de vue le RH a bien compris qu'il y avait une différence de prix entre un salarié et un autre salarié, si tu veux. C'est un peu l'idée, quoi. Et après, moi, j'ai aucun problème si on me dit tous les freelances du monde et tous les salariés du monde ont le même salaire. Hein, ça s'appelle le communiste et tout ça. Moi, personnellement, je suis friand. Si moi, je suis capable de baisser ma tarification pour que tout le monde ait la même paye que moi, ah, mais moi, je dis oui. Hein. Le seul problème, c'est que je suis pas sûr que tout le monde ait le même salaire à la fin aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est moi, si on me demande de baisser mon tarif, c'est pour que l'autre, il marche plus, en fait. C'est pas pour donner de l'argent à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport à ma façon de voir les choses. Hein. C'est... Même pas. En fait, il a même pas connaissance des compétences. C'est-à-dire que en fait, moi, si tu veux, je t'explique le discours que j'ai eu dernièrement face à un acheteur. L'acheteur me dit, ouais, mais quand même, t'es quand même à un tarif vachement élevé parce que pour moi, les freelances, c'est grand max 500 ou 600 euros, quoi. On va pas au-delà. Je fais, mais oui, mais vous bossez avec quel freelance d'habitude? Est-ce que c'est le freelance développeur lambda moyen, c'est le moyen, gros guillemets moyen. Est-ce que c'est un développeur, un freelance moyen? Voilà, vous avez besoin d'une ressource freelance, pouf, ça se trouve facile, etc. Le mec fait pas d'encadrement, il fait pas de formation, il est là pour dev, enfin il est là pour délivrer de la truc. Euh, enfin, grosso modo, c'est un freelance qui est très exécutant et j'ai énormément de respect pour les freelances exécutants ou même les exécutants au sens large parce que c'est pas que ça.
Hein. C'est pas que ça. Le seul truc, c'est... Et pareil, quel niveau d'exécution vous voulez, tu vois. Et ça, le mec, bah non, moi, quand je demande un freelance, je vais sur Adopte un freelance, je prends le premier freelance qui vient, c'est-à-dire je fais comme sur Tinder, quoi. Moi, j'accepte tout le monde, le premier qui répond, il vient. Ah, il me demande 500 balles. Le mec, il fait pas de l'informatique, il sait cuire un jaune d'œuf. Je le prends, c'est un freelance, il fait cuire, c'est un freelance. Moi, je suis pas là à savoir s'il sait bien bosser ou s'il sait pas bien bosser. Moi, je veux un freelance, je veux un freelance. Donc, enfin, quand t'as ce genre de réflexion-là, mais grosso modo, c'est pour t'amener. Le mec pense pas ça réellement. En fait, il te sort ce discours en mode poker face pour t'amener vers cette discussion-là, en fait. Pour t'amener sur le fait de te faire croire que tu es trop cher, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. En fait, faut être conscient. En fait, le mec veut t'amener dans le. Il veut te faire sortir de la réflexion. Je coûte ce prix-là, en fait. C'est un peu débile. Hein. Il veut te faire rentrer dans la discussion. Oui, mais est-ce qu'on peut pas négocier un peu? Est-ce qu'on peut pas faire baisser le prix, en fait? Et à partir du moment où tu mets le doigt dans combien tu veux, grosso modo, quand tu dis au client combien tu veux, le client il est super content parce que là, ça y est, on rentre dans la discussion, d'accord, on baisse le prix. Tu vois. Donc jusqu'où on baisse le prix? C'est ça qu'il veut, en fait, l'acheteur. Donc moi personnellement, j'ai dit à un acheteur là dernièrement, je lui ai dit, bah écoute, moi je veux bien baisser. Si c'est vraiment ça qui te dérange, si tu veux, je te donne 1%, 2%. C'est pas ça qui va me mettre en PLS mon activité. Mais par contre, ne me demande plus de baisser mon tarif, plus jamais quoi. Plus jamais. Je veux bien te faire un petit pas en avant pour toi parce que je comprends que tu as envie de ça en fait. En fait, on te demande de faire ça en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, on leur demande ça, on leur demande pas de faire rentrer les bonnes solutions ou quoi, on leur demande de baisser les prix. Hein. C'est un négociant, l'acheteur, d'une manière générale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein, parce que sinon, on n'aurait pas ces discussions-là, en fait. Si un acheteur c'était plus que ça, on n'en serait pas rentré dans ces discussions. Tu vois. Donc le mec, en fait, pour rentrer dans son jeu, pour le mec, pour valoir le fait, pour lui donner, pour que le mec évolue dans sa société ou qu'il soit respecté ou je sais pas quoi auprès de ses supérieurs, machin, il faut qu'il soit négociant. Il faut qu'il ait réussi à négocier. Donc moi je lui dis, écoute, avec moi, tu vas pas pouvoir négocier des masses sur le tarif à la journée, hein, j'entends. Je parle pas du budget annuel. Je lui dis, si tu veux faire un petit pas en avant, si tu veux que je fasse un petit pas en avant, je veux bien te respecter parce que c'est ton boulot. Ouais, je te donne un M&M's, mais est-ce que toi, tu me donnes des M&M's aujourd'hui? Non, tu me donnes pas des M&M's. Donc, tant que tu me fais pas du dos dans dedans, ça sert à rien. Donc, je veux bien te donner un M&M's pour te montrer ma bonne foi, et puis c'est tout. Tu vois. Et par contre, derrière, si le mec, il a pas le budget pour le reste, et bah, si tu veux, je travaille moins pour toi et je travaille pour d'autres. C'est tout. Et combien tu veux que je réduise si je coûte trop cher? Si je coûte trop cher, si tu veux, bah, je bosse un mois en moins, 2 mois en moins, 3 mois, 4 mois, peu importe. Et puis à la fin, si t'es toujours pas content, bah, si tu veux, j'arrête de bosser pour toi, si tu veux. J'arrête de travailler pour toi. Tu trouves quelqu'un d'autre, de moins cher. Par contre, je suis pas sûr que t'aies quelqu'un qui ait le même niveau de compétence, de savoir-faire. Mais ça, c'est ton problème, c'est plus le mien. Si tu veux arrêter qu'on bosse ensemble, on bosse plus ensemble, c'est pas grave, tu vois. Par contre, ça veut dire qu'en parallèle de ça, il faut que toi, tu sois capable de dire ça et d'assumer cette position-là. De dire à quelqu'un en face, c'est pas grave si tu veux pas continuer avec moi. C'est tout. Euh, Et ça, il n'y a pas tout le monde qui l'ose aujourd'hui. Parce que tu es dans des situations où bah, c'est compliqué, quoi. Faut manger. Il faut manger. J'ai mis le pointeur ID. Oui. T'es sauvegardé? Oui. Enfin. C'est pas simple, hein, le boulot. Hein. Mais moi, j'ai connu une époque où on se prenait beaucoup moins la tête sur les embauches. Hein. Putain. Nous, ça marchait beaucoup. Ça marchait pas mal au bouche à oreille. Hein, et ça marche encore comme ça. Hein.
Ça marche encore comme ça, hein. Franchement, moi je me rappelle, hein, mon BTS, j'étais un mec au BTS, je bossais plutôt pas mal. J'étais plutôt respecté au niveau de tous les élèves de la classe. Ils savaient, des fois j'étais claqué, je bossais pas, des fois j'en avais ras le cul. Mais j'étais toujours quelqu'un qui posait des questions, qui essayait de creuser. J'étais pas forcément le meilleur, mais j'essayais de faire de mon mieux et les gens le voyaient et ils me respectaient pour ça. Et à la fin de mon BTS, il y avait un stagiaire, parce que c'était un BTS en alternance, il y avait un stagiaire qui bossait dans une boîte là d'à côté où je vivais. Et il voulait pas, il lui avait proposé de l'embaucher parce qu'ils avaient besoin de passer à des mecs à temps plein. Parce que ça pulsait pas mal dans le boulot, avoir des stagiaires, ça suffisait pas, donc il cherchait à embaucher. Et le mec, il disait, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas parce que je veux continuer mes études, donc je veux pas être embauché chez vous. Et bah par contre, il m'en avait parlé, le mec. Il dit, écoute, je sais que tu cherches du boulot, parce qu'on discutait au niveau de l'école. Je dis, bah ouais, moi, je termine l'école, je vais bosser. J'ai pas envie de continuer mes études. Et le mec, il m'a dit, bah écoute, moi je sais que tu bosses bien. Moi je fais ça comme boulot pour le moment là dans mon stage, mais j'ai pas envie de continuer. Est-ce que tu veux que j'en parle avec le gars? Si tu veux, je lui donne tes coordonnées, machin, pour qu'il t'appelle, ou toi tu l'appelles, et puis vous faites un petit entretien pour voir si ça peut le faire, tu vois. Et moi ça s'est fait comme ça, hein. Ça s'est fait comme ça. Alors après, oui, j'étais pas le plus mauvais des boys de l'école dans la classe. Mais enfin, on restait sur un niveau BTS, hein, donc on cassait pas la baraque non plus, quoi, si tu veux. Donc ça se fait. C'est là où je veux en venir, quoi. Et moi, la plupart des belles missions que je fais aujourd'hui en tant que freelance, c'est avec le bouche à oreille, justement. C'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé avant. On se rappelle de temps en temps où les mecs ils sont au courant que je cherche un nouveau boulot, machin, ils me contactent en mode alors tu cherches à faire quoi? Enfin moi je connais quelqu'un qui a un problème là-dessus. Est-ce que tu penses que tu peux l'aider? Ou moi je connais, moi je suis sur, j'ai mon projet actuel qui a besoin d'un mec en plus ou qui va pas bien. Enfin tu vois, il m'explique, c'est ce que je disais Artnotech, hein, le mec il me dit j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux être la solution à mon problème, tu vois? Toujours solution-problème. Problème-solution même, d'ailleurs. Tu commences par le problème et tu imagines une solution d'abord. Ça sert à rien d'essayer de faire une solution pour répondre à des... Tu crées une solution pour répondre à des futurs problèmes. Non. Concentre-toi déjà sur un problème actuel et essaye de le résoudre, tu vois. Et enfin voilà, ça marche plutôt pas mal. Alors après, des fois, tu te trompes. Des fois, il y a des missions, tu croyais que ça allait être sympa, mais en fait, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf. Mais bon, pour le moment, ça le fait bien, quoi. Donc là, j'ai la Diffit Entity référence. Donc ouais, la Diffit Entity... Ouais, donc là, il faudrait que je fasse... Ouais. Retrieve Entity Component. Entity ID. Donc, Diffit. Diffit Entity référence. Entity ID. Composant physical. Voilà. Est-ce qu'il est visible? Dans ce cas-là... Non? Qu'est-ce qu'il lui va... Ah oui, il a besoin du composant physical. Yes. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression qu'il y a il y a plus de tension. Putain, moi, je me rappelle, j'ai été embauché en post-crise de 2007, hein. Je peux te dire que d'un point de vue tension du taf, tu le ressentais, si tu veux. Et bah, même malgré ça, dans l'informatique, en France, tu t'arrivais à trouver du taf. Enfin, là où tu galérais pour vraiment trouver du taf, c'était quand tu voulais faire. C'était vraiment quand tu avais un niveau, bah, le niveau BTS, et que tu galérais pour être technicien support, support de proximité, enfin des métiers
Les métiers de mort, putain. Les mecs qui bossent là-dedans, franchement, ils sont, comment dire, courageux. Ils sont courageux, les mecs, hein, parce que putain, le taf. Ah, mais tu fais du technicien support déjà pour sortir du monde du support. C'est un enfer parce que pour toi, t'es un grouillot du support, hein. Le support, tu t'es considéré comme le. Je dis ça, j'en ai fait, hein, donc c'est pour ça, hein. T'es une sous-merde de l'IT quand tu fais du support. Et tout le monde le dit, hein. Quand les développeurs ils parlent du support, quand les mecs de l'infra, enfin les mecs niveau 3 ils parlent du niveau 1, tu sais, t'as une espèce d'échelle du skill. Le mec a pas compris qu'il a un rôle, le mec au-dessus a pas compris que le mec du dessous a un rôle bien particulier. C'est un métier, le support. Le support de niveau 1, la prise d'appel, être capable d'encaisser le mec, que son truc marche pas, qui t'allume sur place. Enfin, c'est un putain de boulot et tu prends cher H24, tu te prends. Enfin, tu sais, les gens, des inconnus t'engueulent sur le fait que ça marche pas. Et pour eux, c'est de ta faute, tu vois. C'est comme quand les mecs vous appellent, quand les mecs des centres d'appel vous appellent, le mec, il fait son boulot, hein. Et vous l'allumez. Et moi aussi, hein. Mais le mec, il a rien demandé, hein. Enfin, c'est un métier hyper compliqué qui est payé que dalle. Et c'est là où tu te prends toutes les prunes, toutes les tartes dans la poire. Et je vous raconte pas les managers dans ces systèmes-là. Oh là là. Les managers qui vont bien te rappeler que t'es une grosse merde, hein, tous les jours. Le mec qui va, les mecs ils comptent tes prises d'appel. Si tu fais pas assez de prises d'appel, t'as pas les 100 balles en plus ou les par rapport à ton SMIC. Enfin, tu vois, t'as tout un enfer, quoi. Ouais, bref. L'euro million. Si tu passais plus de. Enfin, moi, le truc avec l'euro million, j'ai très vite compris que je préfère penser à autre chose qu'à l'euro million. Je préfère penser à un truc plus efficace plutôt que de rêver à du pognon, quoi. Et même, enfin, moi, même ma philosophie de vie que je me suis fait et que je garde pour le moment, parce que ça me va bien, c'est gagner moins, hein. Faire en sorte de gagner moins de thunes. Puisque plus tu gagnes de thunes, plus tu as des responsabilités de mort, plus on vient te chercher, plus tu dois être un FDP. Plus tu dois être un FDP. Pour grimper les échelons, marcher sur tes potes et tout ce que tu veux, tu vois, pour gagner du pognon. Donc moi je me dis non, moi je préfère boire des coups et avoir ma petite maison et puis voilà quoi. Et puis ceux qui veulent en gagner des tas, bah éclatez-vous quoi. Éclatez-vous. Par contre, enfin, respecte-moi et ne baisse pas ma valeur, tu vois, justement. Ne baisse pas ma valeur, parce que je connais ma valeur aujourd'hui, mais je veux pas plus, je veux pas moins, en fait. Je suis bien là, en fait. Je fais comme Zebda, tu vois, j'y suis, j'y reste. Enfin, c'est un enfer. Qu'est-ce qui lui va pas, lui? Ah oui, on voulait un physical sur la défaite, je crois. Euh, la défaite, voilà. Tac. With physical component. Je lui mets une position, on s'en fout de la position en fait ici. Je lui en mets une. On s'en bat les reins. Je lui mets un shape. Oui, le shape type on s'en fout aussi, mais je vais lui mettre quand même. 10 feet. Et par contre, il est invisible. Là, je le mets à false. Et par contre, l'autre au-dessus, il va planter parce qu'il a besoin du physical component aussi. Donc en fait, je rajoute un prérequis physical component à true. Au-dessus. La défaite, elle est là. Tac. Et là, la défaite, elle est affichée. Et là, ça passe.
Là, ça passe. Donc ça veut dire que si quelqu'un clique sur le bouton défaite et que le bouton défaite n'est pas visible, comme ça au moins au niveau des collisions, on n'est pas emmerdé, quoi. Ça c'est cool. Il est quelle heure là? Il est 13h. Oh, j'ai pas faim. J'ai pas faim pour le moment. J'ai déjeuné tard. J'ai commencé tard ce matin. J'ai commencé à 10h au lieu de 9h. La flemme. Je vais pas manger. Je vais boire des coups. Par contre, ça fait combien de temps là? 1h30 qu'on enregistre. YouTube, je te fais une coupure là, mais je reprends tout de suite dans la foulée. Des bisous.